Salut. Je veux la caméra. Non, mais... Adieu. Bonjour Dominique, ça va? Ça va bien? Ça va? Merci. Je tâche de voir, c'est ça? C'est le jingle. Sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Attention. Mercredi 1er décembre, 18h-19h sur RDC 95.5 FM, spécial Pierre Bourdieu. Alors Pierre Bourdieu, pour moi d'abord, il y a une urgence, une nécessité. Ne pas se laisser impressionner par les mots, être nature. Dites-moi tout de suite ce que c'est qu'être sociologue. Vous faites quoi Pierre Bourdieu? Et si j'osais, vous savez à quoi? Oui, j'ai entendu là une définition qui a été donnée un peu ironiquement. Je l'ai noté. Sociologie, études scientifiques des phénomènes sociaux chez les humains. Exact. Bon, alors je pense que ceux qui ont entendu la définition n'ont rien compris, moi non plus. C'est une définition, comme la plupart des définitions de dictionnaire, qui est complètement tautologique, qui dit deux fois la même chose. Alors je vais essayer de dire un petit peu mieux, que ce ne soit pas très facile. Bon, le sociologue, enfin tous les scientifiques, essaient d'établir des lois, c'est-à-dire des régularités, des manières d'être régulières, et d'en définir les principes. Pourquoi les gens ne font pas n'importe quoi? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Pourquoi, par exemple, les fils de professeurs réussissent mieux à l'école que les fils d'ouvriers? Alors, c'est pourquoi, ça veut dire essentiellement comment ça se fait que, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça, voilà. Comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social, et pas autrement. 18h24 sur RDC 95.5 FM, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, spécial Pierre Bourdieu aujourd'hui, donc qui est avec nous en direct. Pierre Bourdieu, votre œuvre considérable repose sur une idée forte, la reproduction sociale, tandis que vous avez mis au point des outils d'interprétation incontestables, efficaces. Bref, expliquez-nous tout, à nous qui ne sommes pas forcément pas des familiers de vos œuvres, de votre œuvre. Qu'est-ce que l'inégalité sociale et pourquoi existe-t-elle? Et d'une certaine manière, à quoi sert-elle et comment finit-elle donc par se légitimer? Vaste problème. Oui. Mais non, mais c'est légitime. Hein. L'inégalité, ça sert à quelque chose? Alors ça, c'est un très gros problème. C'est très discuté, très difficile. Alors je commence par ce que vous avez dit, la reproduction sociale. La reproduction sociale. En fait, une chose, me semble-t-il, importante que j'ai essayé de montrer, c'est que le monde social n'est pas une espèce de mouvement perpétuel, de changement permanent. Au temps où j'ai commencé à m'occuper de sociologie, un des mots que les sociologues, entre guillemets, avaient le plus souvent à la bouche, c'est le mot de mutation. Tout est en mutation, ça change, ça change. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on dit les femmes changent, les hommes changent, les femmes changent parce que les hommes changent, etc. Tout change, tout change, tout change. Et alors, moi, j'ai eu très vite l'impression que il y a des stabilités, de l'inertie. Alors j'ai essayé par des techniques statistiques, enfin d'une part d'établir ces inerties, ces constantes, qui d'ailleurs rendent la science possible. C'est parce qu'il y a des constantes qu'on peut comprendre. Bon. Et aussi de les expliquer, c'est-à-dire de comprendre pourquoi c'est comme ça. Alors, on arrive à l'inégalité. Bon, alors, parmi les facteurs de stabilité, de permanence, il y a évidemment la transmission du capital. Bon, le papa riche, on peut donner de l'argent à son fils pour qu'il crée une entreprise. Bon, par exemple, si il fait des études pas terribles, il a tout raté, même une petite école commerciale, comme font les fils à papa aujourd'hui, le papa peut lui donner un pécule et puis il démarre. Bon, alors celui qui n'a pas, et du coup, il va se reproduire, il tombera pas, il ne deviendra pas ouvrier, etc. Bon, voilà. Alors, mais aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital. Laquelle? Qui est ce que j'appelle le capital culturel, c'est-à-dire
Alors c'est quoi la capitale? Ça veut dire quoi? C'est plus difficile à définir. Bon, c'est d'abord la langue, c'est une certaine maîtrise de la langue, bon, la langue française, mais la bonne langue française. Bien sûr, tout le monde parle la langue française en France, même les immigrés qui sont là depuis un an, ils parlent la langue française. Mais c'est une langue française qui n'a pas de valeur sur le marché scolaire. Bon, si vous parlez cette langue-là, vous aurez 0. Bon. Alors, c'est la langue, c'est bon, tout ce qui va avec, c'est ce qui s'acquiert bon, dans les familles cultivées, c'est ce qui s'acquiert en écoutant papa raconter des histoires, en lisant les livres, en allant, je sais pas, même les livres d'enfants, etc. Bon, alors ça, c'est un capital, c'est-à-dire ce sont des ressources rares, inégalement distribuées, il y en a qui en ont plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. Bon, c'est des profits de rareté. Si tout le monde avait la même quantité, si tout le monde parlait parfaitement le français, sans accent, il n'y aurait aucun mérite à parler français, donc ça n'aurait pas d'effet. Bon. C'est parce qu'il y a des différences que ça paye de bien parler le français. Bon, par exemple, un très beau travail qui a été fait par une sociologue américaine qui a montré que les enfants de classe moyenne, comme disent les Américains, ça veut dire bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie, savent bien donner à la maîtresse ce qu'elle veut. Bon, ils savent, bon, parce qu'ils sont du même milieu, leur maman fait pareil, etc. Alors la maîtresse leur dit mon chéri, mon mignon, mon poussin, etc. Alors ils sont contents, ils savent, voilà, bon, et du coup, ils sont bien vus, hein, comme on dit, et bon, ils ont de bonnes notes, et donc ils sont contents, donc ça, voilà. Donc il y a ça, il y a les facteurs qui tiennent au fait qu'il y a des pré-savoirs qui ne sont pas nécessairement scolaires, qui sont aussi importants. C'est comment se tenir, comment arriver, ne pas jeter le cartable par terre, etc. Tenir son cahier propre, etc. Trucs. Bon, voilà. Il y a ça. Et alors l'autre chose aussi, c'est assez lié à ça, c'est un autre facteur, c'est à capital culturel égal. Il y a un autre facteur d'inégalité, c'est la bonne volonté à l'égard du système scolaire. Bon, ce que on appelle la docilité. Docilité, c'est un mot qui vient du latin. Docilis, ça veut dire qui se laisse instruire. Bon, alors, par exemple, la différence de réussite entre les filles et les garçons au niveau élémentaire, me semble-t-il. Enfin, les filles réussissent mieux que les garçons. Voilà, les filles réussissent mieux que les garçons. Moi, jusqu'à un niveau assez élevé de l'enseignement secondaire, en grande part, à toutes choses égales d'ailleurs, parce qu'elles ont plus de docilité. Alors ça peut dire que c'est dans la nature des filles, c'est parce qu'elles sont dressées de manière à être dociles, et elles sont plus préparées à donner au système scolaire ce qu'il demande, c'est-à-dire de la bonne volonté, elle se regarde la maîtresse comme il faut, ou le maître, et ça paye, c'est récompensé. Étant récompensé, ça renforce l'incitation, etc. Voilà. Donc on a une. Alors bon, j'ai donné quelques facteurs, mais c'est beaucoup plus compliqué pour. Et les hommes, par contre, eux, ils sont plus rétifs. Ils ont du point d'honneur. Enfin, en ce sens, c'est plus dur pour eux. Bon, enfin bref, ce serait long. Hein. Là, je vais dire des choses trop simples et qui risquent de paraître fausses. Hein. Mais voilà. Alors, le capital culturel est un élément très très important. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés contemporaines, développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Et alors ça, ce sont des choses qui, par exemple, encore une fois, quand j'ai commencé à travailler, on disait la mobilité sociale, les États-Unis sont le pays de la mobilité, une génération, self-made men, etc., etc. Bon, c'est du bidon, c'est du pipeau. Il y a eu des travaux en partie inspirés par ce que j'ai fait ici en France, qui ont montré qu'aux États-Unis, les inégalités liées au capital culturel sont encore plus grandes qu'en France, dans la mesure où l'accès aux grandes universités est doublement contrôlé par le capital, d'une part par le capital économique, parce que les études valent très cher, et d'autre part par le capital culturel, parce que comme ici, ça se transmet à travers les familles. Bon, c'est pareil au Japon, une étude a été faite par un de mes élèves à l'université de Todai, où on trouve les fils de samouraïs. Enfin, voilà. Bon, je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure. Il y a des inégalités. Bon, ces inégalités, elles tendent à se perpétuer. Je ne dis pas qu'elles se perpétuent automatiquement. Mais vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. L'inégalité, ça sert à quelque chose? Au fond, c'est un problème, j'allais dire métaphysique. C'est un problème sur lequel un sociologue n'a pas tellement à prendre position. On connaît les sociétés, il y en a au moins une qui a été étudiée par une ethnologue de mes amis, Marie Douglas. C'est une petite société où il y a
pratiquement pas de différence. Bon, pratiquement, c'est une société archaïque, il n'y a pratiquement pas de différence, et ça marche très bien. Bon, ça marche très bien. Bon, alors, c'est une réponse de fait, mais j'écarte cette question, c'est un objet de discussion, mais je pense qu'on ne peut pas y répondre. On l'écarte parce que c'est compliqué. Voilà, on l'écarte, c'est compliqué. Pas parce que vous voulez pas répondre à la question. Non, on l'écarte parce que c'est compliqué, parce que je ne peux pas y répondre. Pourquoi si c'est compliqué, Pierre Bourdieu, vous pouvez nous expliquer tout simplement, nous éclaircir. C'est un enjeu politique très important. Voilà, c'est un enjeu politique et c'est pas nécessairement un enjeu scientifique. Et très souvent, pour poser les bonnes questions scientifiques, il faut écarter les questions politiques. Il y a derrière ces questions des enjeux politiques et en particulier des enjeux de légitimation. Vous avez prononcé ce mot. Il y a des gens qui voudraient légitimer, c'est-à-dire rendre juste. Oui, comment finit-elle par se légitimer, tout ça. Voilà. Pardon. Non, je disais, c'était la question que je vous posais. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ils veulent, au fond, ce sont des gens qui disent, en gros, c'est les dominants qui disent que les inégalités, c'est les dominants, ceux qui ont intérêt à dire que c'est bien que ce soit inégal. Bon. Voilà. Alors ça, c'est un des grands principes que empiriquement validés. Enfin, les gens ont tendance à dire que les choses sont bien quand elles vont bien pour eux. Voilà, ça, c'est une loi sociale pas très compliquée, mais qui est vraie. Alors qui est important pour se défendre. Quand quelqu'un vous dit dans un débat comme ça, dites-vous, il me dit ça, quels déterminants sociaux, quelle raison sociale il a de me dire ça? Si c'est un curé qui me dit sans la religion il n'y a pas de salut, oui, on va bien, c'est son job qui en dépend. Si c'est, enfin, je simplifie, je caricature un peu, mais il y a souvent de ça c'est une loi simple mais très utile comme instrument de self-défense. Et je dis souvent la sociologie est un sport de combat. C'est un sport de combat, ça sert surtout... La sociologie, c'est un sport de combat. Oui, c'est un sport de combat qui, comme les sports de combat, on s'en sert pour se défendre, essentiellement, et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais coups. Merci Pierre Bourdieu. Mais on peut le voir encore une fois à 5,51. Bon, alors ça, c'est quand j'étais professeur en 1954. J'étais professeur de philosophie. Voilà. C'était pas à ENS? Non, j'étais professeur. C'était ma première année d'enseignement. Les élèves étaient presque aussi vieux que moi. Ça, c'est 68, mais je ne sais pas bien. Maintenant, il y a une déclaration sur la 3 à l'ouest. Ah oui, ça c'est sur la guerre d'Algérie, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Vous étiez déjà j'étais déjà en Algérie, moi, oui, moi j'étais déjà mobilisé. Ça doit être dans les années 60. Vous avez fait des recherches en ce temps? Oui, c'est ça. J'étais en Algérie entre 1955 et 62 à peu près. Je souffre énormément de l'isolement. Oui. Et donc, heureusement, en France, il y a quand même plus de choses. Oui. Bon, la Belgique est un petit pays qui est extrêmement dépendant à cause de la structure de financement. Donc, en 1981, lorsque nous avons eu sous l'effet Thatcher, un gouvernement ultralibéral, on a absolument démantelé toutes les structures du financement des recherches. Et on dépend quasiment uniquement de l'argent de la Commission et de l'argent de l'Europe. Et sur le budget national, par exemple, moi, je suis politologue, j'ai mon salaire et je dois déjà considérer que c'est merveilleux d'avoir un salaire, mais je n'ai absolument aucun moyen de fonctionner. Mon téléphone, je le paye. Vous pouvez me téléphoner, vous avez mon numéro, mais moi, je ne peux pas vous téléphoner, sinon je le paye sur mon salaire. Mes bics, mes papiers. Donc, on revient à un système, c'était comme ça déjà en Belgique, c'est pour pouvoir être intellectuel, pour pouvoir avoir une pensée autonome, il faut être notable. Donc il faut avoir des moyens, il faut pouvoir se payer son travail. Mais il y a il faut avoir une charge. Je dis à mes étudiants depuis maintenant 10 ans plus que ça, je leur dis maintenant vous êtes comme les artistes il y a une vingtaine d'années où il fallait ou avoir une fortune par son papa, ou avoir une femme qui travaille pour vous, ou avoir, enfin bref, on ne peut plus être... les sociologues, c'est venu comme ça. Ou alors bien sûr, à moins de faire de la sociologie de service. Si vous faites de la sociologie qui répond à la demande sociale, c'est-à-dire à la demande dominante, à ce moment-là, vous pouvez à peu près vivre. D'abord, vous avez des postes au CNRS, etc. Et puis même des crédits. Mais si vous voulez faire de la sociologie, même pas crédit, la sociologie tout court, rigoureuse, quoi. Bon, il faut savoir que vous êtes comme un artiste. Il faut payer vos crayons, vos plumes, vos gommes, votre coordinateur, etc. Voilà.
complètement le Oui, sujet. on y va. On va parler des femmes. Le concept des violences symboliques est l'un de ceux dont vous faites usage. Pourriez-vous nous parler un peu de ça? Oui, alors, bon... Et la domination. Oui, la domination. En fait, il y a le problème de la sexualité, le problème de la domination. Par exemple, c'est un très beau travail que j'ai cité. C'est une sociologue américaine qui a étudié l'usage différentiel du téléphone chez les hommes et chez les femmes. Bon, voilà. Et alors, elle montre que c'est des femmes qui utilisent beaucoup le téléphone, beaucoup plus que les hommes. Et on leur dit évidemment que les femmes sont bavardes, qu'elles passent leur temps au téléphone, qu'elles ne font que ça, etc. Bon, en fait, elle a observé statistiquement, elle a mesuré tout ça, bon, et elle montre que c'est tout à fait normal, parce que dans la division du travail domestique, dans la famille, bon, les femmes ont une fonction admise inconsciemment, hein, qui est d'entretenir les relations, ce que j'appelle le capital social de la famille, de l'ensemble de la famille, et elles entretiennent les relations non seulement avec leur propre famille, mais avec celle de leur mari. C'est elles très souvent qui font les coups de téléphone, qui font les cadeaux, qui font les trucs d'anniversaire, qui se rappellent, etc. Bon, voilà. Alors voilà un exemple, c'est un tout petit exemple, mais le problème c'est d'attraper toutes ces observations. L'observation du comportement entre un gynécologue et une femme, des tas d'observations très belles. Il y a d'ailleurs de très beaux travaux qui ont été faits souvent, autant par des hommes que par des femmes, de très beaux travaux. Et moi, j'ai voulu essayer de montrer qu'il y avait une cohérence entre ces choses-là. Alors, le principe de la cohérence, c'est que c'est une domination d'un type très très particulier qui ne repose pas, quoi qu'on en dise, sur la violence physique. Bien sûr, il y a des femmes battues, je connais les statistiques, etc. Bien sûr, elle ne repose pas seulement sur la violence économique, c'est sur le fait que les femmes travaillent en moins, sont moins libres de quitter le foyer, etc. Bon, elle repose sur ce que j'appelle la violence symbolique, c'est-à-dire cette violence qui résulte du fait que les gens ont dans la tête des principes de perception, des manières de regarder, qui sont le produit de la relation de domination. Autrement dit, elles collaborent en quelque sorte, entre guillemets, à leur propre domination. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont idiotes, etc., et qui suffisent. Bon, ça veut dire que toutes les structures sociales, dès l'enfance, dans la famille, à l'école, etc., les portent à incorporer, à intérioriser le rapport masculin-féminin. Voilà. Et donc, pour faire une lutte subversive, bon, il faut prendre acte de ça. Alors évidemment, ça a l'air conservateur. C'est exactement la même chose que pour l'éducation. On va dire, ah, Bourdieu, il est conservateur. Il dit que les femmes sont dominées et qu'en plus, elles contribuent à avoir... C'est affreux, machiste. Bon. Alors moi, non, il faut prendre acte du fait que c'est comme ça, bon, pour trouver les moyens. Alors, bon, où est-ce que ça se reproduit? Ça se reproduit à l'église, ça se reproduit dans l'État, ça se reproduit à l'école. Bon. Et donc, il y a des lieux de lutte. Bon, on peut assigner des objectifs, au lieu de dire, alors que le féminisme, il dit où elle est la lutte? Dans le foyer domestique. Alors, on va lutter avec le mari, tu fais la vaisselle, etc. Oui, c'est pas mal. Mais c'est pas en tout cas, c'est pas le seul lieu de lutte. Il y a d'autres lieux de lutte beaucoup plus importants. Et par exemple, il y a des luttes politiques, bon, pour la sécurité sociale, etc. Bon, l'exemple que j'ai découvert tout à fait récemment après avoir fait mon livre. Je dis toujours, il y a une main droite de l'État et une main gauche de l'État. La main droite de l'État, c'est les finances, le budget, voilà, tout ce qui est régalien, ce qui est masculin, bon, hein. Et puis il y a le féminin. Alors c'est quoi? C'est les hôpitaux, c'est les crèches, c'est l'école, voilà, bon, c'est le social, non? Et évidemment, dans la hiérarchie des ministères, bon, le masculin domine le féminin, comme partout, hein. Le ministère des Finances domine le ministère des Affaires sociales. Bon, le contrôleur budgétaire domine tout le monde, etc. Bon, cela dit, actuellement, ça c'est un truc que vraiment j'étais très content quand je l'ai trouvé, quand on dit qu'on va détruire le public, on détruit le domaine où il y a des femmes. Bon, c'est dans les hôpitaux, les etc. Bon, et le domaine dont bénéficient le plus les femmes, c'est-à-dire les services sociaux, l'assistance, les crèches, etc., etc. Voilà. Bon, donc ça donne une ligne politique. Et je vous assure que pour un mouvement féministe, s'ils mettaient ça au lieu de faire des blabla, ça donne une ligne politique. Nous avons parti lié avec l'État. Nous avons parti lié avec l'État, enfin avec l'État social. Bon, hein. Doublement, bon, en tant que nous en participons, nous avons plus de chances d'être infirmières que les hommes, nous avons plus de chances
chance d'être profs que les hommes. D'ailleurs, en même temps, les profs, c'est des femmes. Hein. Nous avons plus de chances, etc. Bon, donc, nous devons défendre l'État. Et nous avons plus de chances d'y avoir un job et en plus d'en bénéficier. Parce que c'est nous qui avons besoin. Voilà, voilà un exemple. Bon, et voilà. Voilà, en gros. Alors évidemment, du point de vue de, c'est pas du tout les idées reçues, et bon, alors, toute la vision. Enfin, bon, je m'arrête quand même là. Oui. Il y a d'autres gens dans la salle qui ont des choses à dire sur les problèmes d'inégalité face à la culture et à l'éducation et qui aimeraient confronter ça avec effectivement quelqu'un comme Pierre Bourdieu. Mais pas en se le payant comme on a fait là, ça sert à rien. Alors, qui voudrait intervenir? Oui. C'est dur de vivre dans un contexte qu'on a connu, parce que les inégalités sont arrivées à partir du moment où notre environnement a changé. C'est-à-dire, nous, on est une génération, moi je suis de 67, donc nous, on a quand même des souvenirs d'enfance qui sont précis, que les jeunes maintenant n'ont plus, parce qu'ils n'ont plus cet espace, les espaces vitaux qui étaient là, naturels, les terrains vagues, tout ça, et que des gens sont venus, ont fait des travaux, sans soucier que là, nous, on avait toute notre jeunesse, et ils viennent, ils construisent des trucs où maintenant on fait la queue pour retirer 100 francs, ou je sais pas, des bons alimentaires. Ça, je pense que tous les jours on est insulté, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui savent ça, mais qui disent rien, quoi. Et qui sont conscients de tout ça, et donc qui entretiennent ça les arrange, de dire oui, vous savez, je travaille dans la zone franche, c'est très dur, mais en fin de compte, ils font pas le poids. La preuve, on a des profs on nous ramène des profs qui ont 20, 22 ans, on leur a déjà couvé le crâne. Si vous voulez être muté, il faut passer dans la réserve, faire vos classes. Et après, vous pourrez aller dans votre Toulouse natale, ou dans votre, je sais pas, Cantal, ou je sais pas où. Ils arrivent, ils sont stressés comme ça. Et ben, les gamins, ils sont pas dupes, ils sentent tout ça. On demande des lieux culturels, on nous répond par un grand hôtel de police, avec des statues, soi-disant, pour dire qu'eux aussi sont dans la culture. Mais si vous enlevez ces statues, là, vous savez pas ce que vous allez voir. Vous allez voir que l'hôtel de police et l'agressivité qu'il représente. Je sais pas, non. Vraiment, il y a des gens qui entretiennent vraiment notre décalage. Ça sert à rien, Bourdieu, il est là. Bon, lui, il peut parler de Seattle, et puis, paf, il revient là. Nous, qu'est-ce qu'on connaît de Seattle? Les gens, ils souffrent pour comprendre l'euro. Paf, on leur envoie l'an 2000. L'an 2000, qu'est-ce que ça va nous ramener? Franchement, qu'est-ce que ça va nous ramener? On nous ramène des marchés, tout est à 10 francs. On nous ramène des sandwichs, tout est à 10 francs. Vous valez 10 francs. On est une consommation bradée. On nous brade tout le temps, quoi. Tu vois, on nous brade. On nous met des œufs. Où vous avez vu ça? 60 œufs à 20 francs. Alors qu'on parle de salmonelle, on parle de tout. Mais les gens ici captent pas tout ça. Il y en a qui vont capter que nous on capte pas. On va maintenant pour sortir. Moi je parle des inégalités, de ce que j'ai vécu localement. En plus en tant que travailleur social, j'ai contribué là où vous êtes assis, là même. C'est nous-mêmes qui l'avons construit. Et tout le temps il était vide parce que les gens avaient peur de venir au Val-Fouré. Maintenant Bourdieu là, tout le monde est là. Donc je dis que les inégalités, et d'ailleurs c'est pas une coïncidence, nous, les banlieues, de toute façon c'est dur à dire, on est une richesse, mais franchement vous avez déjà eu nos parents, nos grands-parents, mais avec nous, il faut que ça cesse, quoi. Franchement. Parce que là, on a tout subi, tout, les bavures, les avocats d'office. Nous, on n'a que des avocats d'office, on est grillés d'office. Voilà, direct. Alors on nous montre que Papon, lui, il a niqué des gens, excusez-moi l'expression. Bah, comment ça encore, faut encore lutter pour lui. Comment voulez-vous, nous, qu'on croit à quelque chose? Vous voyez? Nous, on dit maintenant que la justice, elle assure que la paix de nos gardiens, quoi. Et c'est vrai, combien de bavures, que des coïncidences. À Mantes, il était mort sur la nuque. À Saint-Denis, pareil sur la nuque. À Trappes, sur la nuque. Mais attendez, qui nous défend là-dessus? Personne. On a eu des mouvements, ils ont été récupérés. Pour répondre à votre question, parce qu'ils ont été récupérés. C'est facile ici, dans nos banlieues, il y a un RG au mètre carré. On peut rien faire. Les flics, ils vous sortent vos surnoms même. Ils savent tout sur nous. Et nous, quand on veut prendre, quand nous-mêmes maintenant on se retrouve esclaves, prisonniers de nous-mêmes, c'est-à-dire on veut prendre la caméra, on veut prendre un appareil photo pour faire quelque chose, pour montrer la vérité, c'est les mêmes de chez nous qui nous disent, mais toi, pourquoi tu prends ça? Alors que les autres sont tout permis avec nous. Nous, la foi à l'envers depuis longtemps, quoi. Maintenant, je pense qu'il faut la prise de conscience. Donnez-nous une vraie éducation
Ramenez-nous des gens de qualité qui viennent pas seulement pour se faire mousser, quoi. Et prendre ce qu'ils vont apprendre. Et quand ils sont de l'autre côté de Mantes-la-Jolie ou Saint-Denis, et ben vous savez, moi j'ai travaillé dans les banlieues, c'est dur et tout. Il y en a plein comme ça. Je les ai côtoyés. Ça fait 10 piges que je bosse dans l'animation. Et je suis sorti dégoûté. Voilà, quand j'ai fini maintenant, si vous voulez parler à Bourdieu, c'est pas Dieu, c'est Bourdieu. Pas se tromper. Par rapport à tout ce qu'il a dit, il y a beaucoup de vrai, mais il y a une chose que je trouve fausse et que je voudrais te dire, Saïd, c'est que ce centre culturel, il n'est pas fait, quand tu dis vous êtes gentil de venir quand Bourdieu est là, mais c'est vite pendant les programmations. Je peux vous dire que c'est vrai, hein, quand vous venez regarder un film et que vous êtes 2-3 ici, la salle elle est vraiment très grande. Mais c'est pas à eux de venir, hein, c'est pas à ces gens-là de venir, c'est à nous de venir, c'est aux gens du quartier ici de venir. Quand Mounir appelle Bourdieu José, il le connaît pas, mais c'est normal. Pourtant, Mounir, je peux t'assurer que non, Saïd, je t'ai répondu par rapport à ta question. Quand tu disais aux gens de venir, c'est pas à eux de venir, c'est à nous de venir, c'est à nous de bouger, c'est à nous de faire les choses. Faut pas attendre que les autres les fassent pour soi. Et La différence, nous, c'est qu'on doit faire toujours des efforts et des concessions. Quand t'as pas le choix, faut les faire. Excuse-moi, quand on va à Paris, 6 mois.